Pour notre première table ronde, on va justement parler de formation, comment on outille, comment on forme les réseaux collaborateurs, mais aussi les élus. Alors, on va découvrir plusieurs initiatives dans différentes organisations agricoles. Pour en parler, j'appelle Noémie Thermo, consultante formation Résolia, c'est l'organisme de formation des chambres d'agriculture. Je vous invite à vous installer sur les fauteuils. Valérie Berton, conseillère d'entreprise à la Chambre d'agriculture en Charente-Maritime de Sèvres. Vous accompagnez les agriculteurs depuis 1992. Vous évoquerez avec nous vos formations tout au long de votre carrière professionnelle. Sandra Cutaia, psychologue clinicienne, vous avez réalisé une formation, développé son écoute pour accompagner les adhérents en situation de crise avec la MSA. Et qui a suivi cette formation, Henri Jouve, président de la caisse de la MSA Ardèche-Drôme-Loire. Ensuite, j'accueille également Bénédicte Bugeaud, chef de projet marketing communication au Crédit Agricole. Vous avez piloté des formations destinées aux conseillers agricoles sur le réseau, sur le territoire français. Et enfin, Stéphane Leduc, responsable du marché de l'agriculture à la Caisse régionale Nord de France. Vous témoignerez de l'intérêt de ces formations puisque vous avez formé vos équipes, vous avez participé à ces formations. Alors, on va commencer avec vous, Noémie Thermo. Résolia propose un package de formation à ses conseillers chambres d'agriculture avec différentes thématiques. Est-ce que vous pouvez nous les présenter ? Oui, bonjour à tous. Merci pour l'introduction. Je voulais juste revenir très rapidement sur ce que nous sommes, Résolia, pour nous resituer dans le réseau des chambres d'agriculture. Nous sommes, comme vous l'avez dit, l'organisme de formation des chambres d'agriculture et nous sommes également un service interne à Chambre d'agriculture France. En 2022, nous avons formé 5900 stagiaires et organisé 668 sessions et avec un taux moyen de satisfaction stagiaire de 84%. Donc c'est pour vous donner aussi une idée de la force de frappe qu'on peut avoir à l'échelle d'un réseau national que sont les chambres d'agriculture. Donc, nous répondons également aux enjeux stratégiques du réseau des chambres d'agriculture, étant donné que nos actions s'inscrivent dans notre projet stratégique national et nous avons d'ailleurs un axe de travail dédié à la formation. Et donc, pour faire le lien avec la thématique qui nous préoccupe aujourd'hui, nous formons à la fois des conseillers dont les missions sont explicitement orientées vers l'accompagnement d'agriculteurs fragilisés, mais aussi d'autres profils de conseillers, notamment au travers de formations transverses en lien avec le conseil d'entreprise, le bien-être animal, mais aussi la communication interpersonnelle. Donc là, ce que je voulais vous dire aussi aujourd'hui, c'est que en fait, nous nous appuyons sur les retours terrain et aussi les retours de nos stagiaires en formation pour construire nos formations. Et c'est pourquoi cette année, nous avons décidé d'orienter d'une manière différente notre formation à accompagner les agriculteurs fragilisés. Donc auparavant, elle se réalisait en une seule fois sur une semaine où on abordait à la fois le volet technico-économique, humain, juridique en lien avec notamment l'accompagnement dans le cadre des procédures judiciaires des agriculteurs qui se retrouveraient en liquidation d'exploitation par exemple. Et donc on a décidé de diviser en deux formations. Donc accompagner l'agriculteur fragilisé qui traite du volet technico-économique et du volet humain et accompagner l'exploitant en procédure judiciaire afin de répondre aux besoins qui ont été exprimés par les stagiaires en formation, mais aussi pour répondre à des besoins qu'on a identifiés sur le terrain, notamment pour déployer le volet humain qui jusqu'ici faisait, on va dire, légèrement défaut, puisque on va dire pris en sandwich entre le volet technico-économique et le volet juridico-judiciaire. Donc, de cette manière, on a pu dédensifier nos formations et capter d'autres profils. Jusqu'ici, on avait essentiellement des conseillers d'entreprise, conseillers installation, conseillers transmission et majoritairement des conseillers qui travaillent dans le cadre de nos cellules Réagir, qui vont être présentées juste après.
Et pour le coup, par exemple, on a pu accueillir à la formation Accompagner l'agriculteur fragilisé une assistante administrative, chambre, qui intervient de façon globale sur l'accompagnement, l'appui des agriculteurs pour réaliser voilà, tout ce qu'on appelle la paperasse, les papiers, l'aspect administratif de l'exploitation agricole. Et donc, en fait, cette personne, elle rencontre des exploitations qui vont très bien, mais elle rencontre aussi des agriculteurs où là, les choses sont un peu plus compliquées. Donc, elle avait besoin, elle aussi, de se former, même si elle ne va pas aussi loin qu'un conseiller, sur l'accompagnement de personnes fragilisées. Et aussi, la nouveauté cette année, c'est qu'on a pu développer le volet repère pour détecter la situation de suicide, ce qui jusqu'ici était évoqué très rapidement et qui est complémentaire avec les formations Sentinelle que la MSA vient de nous présenter. Et globalement, ce qu'on remarque aussi dans le cadre des formations, c'est que finalement, les stagiaires qui ont suivi une formation Sentinelle s'expriment assez facilement dans le groupe de formation pour témoigner de leur vécu de la formation Sentinelle. Donc ce sont des moments très forts au sein du groupe de la formation et c'est aussi extrêmement enrichissant. Et je voulais aussi ajouter qu'une de nos intervenantes pour la formation Accompagner l'agriculteur fragilisé est également intervenue dans le cadre d'une formation Sentinelle. Donc vous voyez, tout ça est extrêmement cohérent, tout ça est extrêmement complémentaire. Voilà. Je voulais aussi vous donner quelques chiffres. Donc en fait, depuis 2019, nous avons réalisé donc, au départ une seule formation, puis deux depuis cette année, 10 sessions, donc, ce qui fait environ 1 à 2 sessions par an. Donc on a un rythme relativement régulier, ce qui a permis de former 71 collaborateurs chambres d'agriculture. Et ce que nous constatons aussi, c'est que les agents, les collaborateurs chambres d'agriculture qui s'inscrivent sont essentiellement issus des cellules Réagir les plus actives de notre réseau. Donc on retrouve par exemple au niveau régional la Bretagne, la Normandie, les Pays de la Loire pour le Grand Ouest. On a aussi le Grand Est qui est assez actif. Et puis après, à des échelles plus départementales, on retrouve la Vienne, la Charente, les Deux-Sèvres pour la Nouvelle-Aquitaine. Et puis plus côté PACA, on a la Savoie-Mont-Blanc, le Rhône ou le Gard. Et côté occitan, on a aussi l'Ariège, la Haute et la Haute-Garonne. Et nous avons aussi une cellule Réagir très active sur l'île de la Réunion. Voilà. Donc ça, c'était pour vous donner un petit peu le contexte général de la formation. Si on revient sur les objectifs de la formation Accompagner l'agriculteur fragilisé, en fait, l'idée, c'est vraiment d'apporter des éléments pour que les collaborateurs puissent acquérir une posture et des outils qui permettent de se positionner de façon constructive auprès des agriculteurs fragilisés. De leur permettre aussi de pouvoir établir un diagnostic global de la situation de l'exploitation, donc à la fois sur le volet humain, le volet technique, économique et financier. De définir le cadre de l'accompagnement, c'est extrêmement important de pouvoir poser le contrat avec l'exploitant, notamment quand il est dans une situation, comme l'a évoqué le psychiatre tout à l'heure, de déficit de confiance, confiance en lui, confiance en ce qui l'entoure, et d'accompagner l'exploitant fragilisé dans une démarche de co-construction, c'est-à-dire qu'il est également acteur, vers la mise en place d'un plan d'action qui soit à la fois atteignable et réaliste. Et donc, pour cette formation, nous avons de très bons taux de retour stagiaires. Donc, on a un taux de satisfaction, par exemple, en 2023, qui était équivalent à 83%. Voilà, merci pour ce panorama très très complet. Valérie Berton, alors vous accompagnez les agriculteurs depuis 1992. Alors dans votre parcours, vous êtes formé. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous expliquer votre cheminement professionnel et ce besoin de formation? Alors il n'y a pas eu que Résolia. Comment vous êtes formé? Quels ont été vos besoins? À quel moment dans votre parcours professionnel vous vous êtes dit là j'ai besoin de telle ou telle formation? Bonjour à tous. Alors effectivement, moi je suis sur l'accompagnement des agriculteurs en fragilisés depuis plus de 30 ans. Donc tout au long de mon parcours professionnel, je me suis formée, Résolia entre autres, mais aussi avec d'autres partenaires. Et en fait, le besoin de formation, il vient au fur et à mesure
des difficultés qu'on peut rencontrer sur le terrain. Et notamment, il y a à peu près 25 ans, notre direction a souhaité qu'on se forme sur les procédures collectives pour accompagner les agriculteurs sur les procédures redressement judiciaire, règlement amiable, liquidation. Et là, forcément, la formation s'imposait pour faire ce type d'accompagnement. Des formations longues, des formations courtes. Qu'est-ce que vous avez fait comme J'ai fait de tout. J'ai fait à la fois des formations plus longues, mais parfois j'ai aussi ressenti le besoin. Il y a quelqu'un tout à l'heure qui évoquait les violences conjugales. Eh bien, c'est quelque chose. J'ai fait une petite session de formation d'une journée, mais au moins on a quelques clés, quelques éléments de compréhension de ces situations. J'ai fait aussi de la formation autour de l'alcoolisme. Voilà. Alors, vous intervenez dans les domaines, vous l'avez dit, administratifs, comptables, techniques et dans l'humain. Dans quel domaine vous vous sentez le moins armé? Là, où est-ce que vous êtes en attente? Alors, moi, je suis moins armée, mais parce que c'est aussi ma formation initiale. Moi, j'ai une formation sciences économiques et sociales, et je me suis beaucoup plus formée sur les aspects humains et sociaux. Donc, du coup, je suis moins armée sur le volet économique, même si forcément j'ai les bases, et sur les aspects techniques. Voilà. Est-ce que votre métier, il a beaucoup évolué? En quoi il a le plus évolué sur ces dernières années? Oui, alors le métier moi je sais que le métier en Deux-Sèvres, hein, sur ce département, mon accompagnement a beaucoup évolué, effectivement, hein, puisque au début de ma carrière, j'accompagnais des agriculteurs bénéficiaires du RMI à l'époque, RMI puis RSA. Et après, donc, on a été sur le volet procédure judiciaire. Et aujourd'hui, on accompagne ce qui est nouveau dans notre département, des situations très, 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 très complexes, avec des structures avec de nombreux salariés, ou des chefs d'entreprise qui sont responsables de multiples entreprises. Et du coup, ça complexifie les situations et les difficultés. Alors, au quotidien, vous travaillez seul, c'est une petite structure, je crois. Hein, vous êtes toute seule dans le service? Alors, j'ai été toute seule, ce qui est une difficulté pour moi. Hein. À un certain moment, j'ai été toute seule. Là, on est en phase de recrutement, donc on est en train de former des collègues à l'accompagnement des agriculteurs fragilisés. Ça veut dire que la formation, c'est aussi un lieu où vous je viens aussi chercher votre propre isolement? Des ressources, et puis aussi un échange avec des collègues, effectivement, sur de la pratique, de l'échange de pratiques, bien sûr. Ouais, c'est aussi ça, la formation, oui. Merci Valérie Berton. Je me tourne maintenant vers Sandra Cutaia. Donc, vous êtes psychologue clinicienne. Et donc, la MSA a formé 200 élus dans le cadre de sa formation Développer son écoute pour accompagner les adhérents en situation de crise. Alors, quand la MSA elle vous a sollicité, c'était quoi la commande? Alors, bonjour à tous. Déjà, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. J'interviens dans le cadre de la formation des élus depuis bientôt 2 ans, mais je voulais aussi préciser que j'interviens depuis plusieurs années aussi dans le cadre de la formation aussi des salariés MSA pour effectivement leur donner aussi des éléments de repérage des adhérents au sens large en situation de mal-être. Et donc effectivement, j'ai répondu du coup à cette demande pour former les élus. Et alors ça a déjà été dit tout à l'heure, hein, mais effectivement, il y a des situations de détresse, hein, de mal-être effectivement profond. Et l'idée pour la MSA, c'est de pouvoir outiller finalement les élus qui vont être sur le terrain au plus proche des situations pour repérer les agriculteurs, hein, mais pas que en situation de mal-être, et pouvoir aussi les orienter. Leur donner aussi des clés, je dirais, un certain nombre d'éléments en termes de posture, puisqu'effectivement, bien sûr que l'ambition de cette formation, qui est une formation qui se passe sur 2 jours, c'est de donner des éléments de repérage, des éléments pour l'écoute, en sachant que je n'ambitionne pas en 2 jours de faire de mes stagiaires. D'ailleurs, je reconnais aussi certains visages, du coup, je suis ravie aussi de pouvoir vous voir. Donc, mon ambition en 2 jours, c'est pas de former les psychologues, mais de pouvoir donner quelques clés en termes de posture, quelques
quelques astuces, d'évoquer aussi un certain nombre d'écueils, puisque finalement, l'écoute, travailler son écoute, c'est le travail d'une vie. Mais bien sûr que l'idée, c'est que quand on a quelqu'un en situation de détresse qui nous dit « j'en peux plus, je vais me passer la corde au cou », qu'est-ce qu'on dit ? Et comment on fait concrètement pour être empathique ? Parce qu'on va beaucoup évoquer la nécessité d'être empathique, mais sur le terrain, qu'est-ce que je dis ? Et une des grandes difficultés aussi des personnes, c'est vous avez quelqu'un qui va dire « je suis à bout », ou vous le repérez, est-ce qu'on va oser poser la question ? Parce que souvent, les personnes n'osent pas poser la question, tout simplement parce qu'elles ont peur de la réponse. Je sens que la personne face à moi ne va pas bien. Si je lui demande « est-ce que tu penses au suicide ?» et qu'il me dit « oui », qu'est-ce que je fais ? Votre message, c'est oser poser la question. Alors, mon message, je dirais, alors, dans la façon dont moi j'ai construit cette formation, alors, de façon générale, je fais beaucoup travailler les stagiaires sur les éléments de repérage. Ça a été évoqué par du coup, plusieurs intervenants. La détection précoce est primordiale. Et à la fois, comme le disait Monsieur Lenoir, il y a des éléments individuels à prendre en compte et aussi des éléments au niveau de l'environnement. Parce que je suis à la fois psychologue et psychosociologue, parce qu'il me paraît aussi important de pouvoir prendre en compte la dimension individuelle, mais aussi toutes les articulations psychosociales, finalement, qui produisent aussi des effets et qui interagissent les unes avec les autres. Donc c'est repérer et croiser, finalement, des critères objectifs et aussi subjectifs. Je vous donne un exemple. On le sait effectivement qu'une personne qui s'est séparée peut être en situation de fragilité. Si on prend la question par exemple du risque suicidaire, on sait que les personnes isolées, que la probabilité est plus grande qu'il puisse y avoir un potentiel en tout cas risque suicidaire. Mais si je dirais, je sensibilise les stagiaires à repérer une situation, vous savez qu'il y a quelqu'un qui vient de se séparer et il est important effectivement de voir comment se sent la personne, mais tout en gardant en tête qu'une séparation n'est pas forcément un événement triste. Donc certes, il y a une séparation qui peut fragiliser une personne, mais comment elle est vécue ? Certains d'entre vous, j'interviens aussi par ailleurs sur cette thématique-là autour des violences conjugales et intrafamiliales, une séparation ou même un deuil n'est pas nécessairement un événement triste. Alors je dis souvent de façon un peu humoristique, mais qu'il y a aussi des veufs et des veuves joyeuses. On ne sait pas aussi quels étaient les liens préalables entre les personnes. Alors, même si ce n'est pas forcément la majorité des situations, mais voilà, croiser les éléments objectifs et subjectifs, leur donner des éléments de repérage pour qu'ils puissent effectivement faire le lien avec les professionnels de la MSA. Alors, pour bien comprendre votre formation, est-ce que vous nous donnez un petit peu le programme, très rapidement, mais comprendre les points sur les 2 jours que vous abordez Très rapidement, du coup, alors moi je vais beaucoup travailler sur effectivement, alors on va faire un tour d'horizon des vulnérabilités. Et je demande du coup aux stagiaires, pour vous être vulnérable, c'est quoi ? Et on liste tout un tas de situations. Ensuite, je vais les faire travailler sur tout ce qui peut être rapidement santé, maladie, handicap. On va aussi beaucoup évoquer la question des risques psychosociaux. Et ça, c'est quelque chose que j'ai aussi rajouté finalement au fil des formations, puisque j'ai aussi quelques élus salariés, certains aussi qui peuvent être attachés aussi au Crédit Agricole et qui ne sont pas confrontés aux mêmes difficultés que les exploitants, mais qui rencontrent aussi des difficultés qui peuvent les fragiliser aussi. On aborde aussi la question du suicide, du deuil et du traumatisme. Donc là, je vais vraiment, sur les premières journées, être sur ces éléments-là. Et puis, on travaille aussi sur la posture, beaucoup. Et puis, en deuxième journée, je vais être beaucoup plus sur des éléments autour de la communication. Comment est-ce qu'on peut montrer son empathie face à une personne ? Et puis, en fin de journée, on fait des mises en situation. Alors, on va laisser la parole à Henri Jouve, qui va pouvoir témoigner de cette formation. Déjà, pourquoi vous êtes dit je vais y aller, je vais consacrer 2 jours à me former, à l'écoute. Qu'est-ce qui vous a motivé ? Oui, bonjour à tous et à toutes. Oui, moi tout de suite j'ai accepté d'abord de prendre l'engagement d'être sentinelle. Bien, la formation sentinelle, elle se termine par un engagement. Et je pense que dans notre vie de responsable, de militant, l'engagement, il faut aussi le signer. Il ne faut pas avoir peur. Bon. C'est important qu'il y ait cet engagement-là. Et ensuite, la formation à l'écoute, elle est très, très complémentaire. C'est très, très complémentaire de la formation de sentinelle. Et finalement, on apprend beaucoup de choses. Et ça a été dit ce matin un petit peu par M. Lenoir, sur des sujets qui, depuis longtemps,
et sont toujours encore un peu tabous dans nos belles campagnes françaises. Hein, les sujets de psychologie, les sujets de sociologie, tout ça, oh là là, il ne faut pas trop en parler. C'est le côté, le psy, l'image un petit peu truc de bobo urbain. Exactement, exactement. Alors, c'est important de dédiaboliser tous ces sujets-là parce que, franchement, on en a besoin quand on est mis en situation. Et une sentinelle, par définition, elle est mise en situation. Elle est mise en situation d'écoute. Et l'écoute, bon, d'abord, il faut d'abord, et c'est ce qu'on apprend, il faut d'abord accepter de donner du temps. Il y a beaucoup de gens ici qui n'ont pas de temps. Hein, il y a beaucoup de gens qui n'ont plus de temps. Écoutez, c'est d'abord prendre du temps et puis d'accepter de se mettre à l'écoute. Et alors on apprend aussi des choses, et ça a été dit, ça ressort un petit peu. Moi j'aime bien les mots et j'aime bien la force des mots. On parle d'empathie, on parle de sympathie. C'est pas la même chose. On peut parler aussi d'apathie. La pire des choses. Parce que les sentinelles, elles sont très loin d'être dans l'apathie. Hein. Il faut apprendre à être dans l'empathie. Et se livrer à cet exercice-là, il faut aussi le prendre sur soi. C'est pas anodin, c'est pas rien. Et je trouve que cette invite à un changement de comportement, c'est très précieux dans nos campagnes. Très précieux dans ce monde de brut, hein, parfois. Un petit peu de bienveillance, ça a été dit, beaucoup d'empathie, s'écarter du jugement, c'est la pire des choses. Et c'est vrai que, bon, on peut se raconter l'histoire, hein, on juge beaucoup, hein, dans nos campagnes. Beaucoup trop. Alors ça, c'est tout ce changement de comportement. Et on l'a vécu dans c'est une très bonne ambiance, hein, dans les formations. Merci Sandra. Mais on partage beaucoup, c'est très important. Et ça, pour ceux qui ont la chance de bénéficier de ces formations, c'est très engageant. Alors déjà, est-ce que vous trouvez que vous formez assez ? Comment ? Est-ce que vous trouvez que vous formez assez ? Est-ce que vous êtes satisfait du taux de formation ? Oui, alors il ne faut pas non plus toujours tomber dans le chiffrage et dans le nombre. Hein. Alors je sais bien qu'il y a toujours les objectifs. Hein. Madame Rasque l'a bien dit. Ouais, d'accord, 5000. Mais à la limite, bon, moi je ne suis pas trop cheval là-dessus. Mais vous voulez de la qualité, des gens investis. Autant en former des bons, des convaincus, des durs, des sûrs, plutôt qu'un nombre qui, finalement, ne fera que remplir le nombre. Hein. Donc, ça, c'est la qualité. Alors, dernière question, juste pour bien faire le lien avec cette formation. Qu'est-ce que vous avez retenu ? Un élément, un exemple très concret où vous avez fait évoluer votre comportement suite à cette formation, où vous vous êtes dit... voilà, c'est sur l'écoute, c'est de ne pas forcément apporter des réponses. C'est quoi le message que vous avez retenu ? Voilà, vous êtes rentré peut-être chez vous après 2 jours de formation et puis vous avez dit voilà ce que j'ai appris. C'est de savoir écouter. C'est de savoir écouter. Et savoir écouter, c'est d'abord se taire. C'est pas remplir. C'est pas remplir la conversation. Savoir se taire. Eh ben, on le retient. Merci Henri Jouve. Alors, je me tourne maintenant vers Bénédicte Bugeaud, chef de projet marketing communication Crédit Agricole. Donc vous êtes en charge de la formation. Est-ce que vous pouvez nous présenter la formation mise en place par le Crédit Agricole ? Bonjour à tous, vous m'entendez ? Mettez bien le micro. Si on vous entend, il est branché. Ça fonctionne ? Alors effectivement, au Crédit Agricole, en 2020, on a travaillé sur un dispositif d'accompagnement des situations de coup dur, donc de difficultés exceptionnelles. Et ça tombait bien parce qu'on est tombé en pleine période de Covid, donc ça a trouvé tout son sens et toute son utilité auprès des caisses régionales et des clients et des conseillers.
Et à l'intérieur de ce dispositif d'accompagnement, alors déjà, qu'est-ce que c'est? On a commencé par définir qu'est-ce qu'on met dans la situation de coup dur. Alors on s'est dit, un coup dur, c'est une difficulté temporaire, exceptionnelle, individuelle, qui met en péril temporairement l'exploitant ou l'exploitation agricole. Donc, je me permets, le coup dur, vous le voyez par l'angle économique d'abord? Pas forcément. Alors, bien sûr, il y a des répercussions sur l'angle économique. Dans les coups durs, on peut avoir le décès d'un associé, par exemple le conjoint, qui est souvent l'associé. On peut avoir un énorme sinistre, par exemple un incendie sur un bâtiment d'élevage. On peut avoir un problème sanitaire vraiment exceptionnel qui met aussi, qui peut arrêter complètement la production de l'exploitation. Voilà, on s'est dit, c'est ça le coup dur, et on veut créer un dispositif d'accompagnement de ces situations-là exceptionnelles. On veut créer de la réactivité, récompenser la fidélité de nos clients, leur montrer qu'on est le partenaire des bons et des mauvais moments, et mettre en place tout un dispositif donc, de posture relationnelle et d'accompagnement bancaire, assurantiel adapté. Et donc, dans le cadre donc, de tout cet accompagnement, on a ressenti le besoin de formation qui est remonté de la part des caisses régionales et des conseillers qui étaient sur le terrain, qui font face à ces situations exceptionnelles et face à des difficultés qui sont plus installées, d'agriculteurs qui sont en difficulté. Donc on a créé une formation pour accompagner les conseillers agri qui sont confrontés donc, à des rendez-vous clients qui peuvent être tendus, qui peuvent être émotionnellement difficiles à gérer. Et donc une formation qu'on a développée avec les partenaires caisses régionales, nos collègues, avec des clients agriculteurs, administrateurs de caisses locales, pour pouvoir vraiment répondre aux besoins de renforcement de la posture et de mise en situation par rapport à des rendez-vous clients qui peuvent être difficiles. Alors concrètement, cette formation, elle se déroule sur combien de temps? Puis combien de personnes formées? Je ne sais pas si vous avez des chiffres. C'est une journée en présentiel, donc c'est bien pour les conseillers aussi des différentes caisses régionales de pouvoir se retrouver en physique et de partager des vécus, des situations. Donc déjà, c'est un moment qui rassemble et qui permet de partager. Et ensuite, elles sont animées par des coachs spécialisés sur la thématique qui donc leur permet vraiment de repartir avec des clés grâce aussi à des exercices de mise en situation qui permet d'appréhender comment je dois réagir si mon client il est effondré, comment je dois réagir si le client il est fermé et on sent que la tension est palpable, que la détresse est palpable. Et comment je réagis aussi quand j'ai un client qui est hyper agressif et que j'ai du mal à contenir cette émotion. Voilà. Alors, qui intervient dans la formation? C'est pas un psychologue, c'est plutôt un coach. Et c'est toujours la même personne? Oui, on a une petite équipe qui tourne pour animer cette formation. Et donc, c'est un cabinet spécialisé sur la thématique parce que ça nécessite vraiment d'avoir des compétences particulières pour accompagner ce genre de situation. Alors voilà. Stéphane Leduc, donc vous êtes responsable du marché de l'agriculture à la Caisse régionale Nord-de-France. Vous avez mobilisé vos équipes pour les former. Comment vos équipes elles ont accueilli cette formation? Déjà, est-ce que c'est une formation obligatoire, facultative? Non, c'est pas une formation. Je vérifie que c'est bien branché. Je crois pas. Voilà. Vous m'entendez? Oui. C'est pas une formation obligatoire, mais avant de vous répondre, je vais répondre à Monsieur Lenoir. Vous aviez une question sur les partenaires, sont-ils encore du monde agricole? À travers ma réponse, je vais vous dire oui, on fait partie du monde agricole et j'espère que l'ensemble des partenaires, et j'essaierai de clore mon propos par rapport à cet élément-là. Oui, on a eu cette proposition dans le plan à moyen terme de CASA, il y a eu cette volonté d'inscrire une proximité beaucoup plus forte auprès du monde agricole. On n'a pas attendu la crise de ce début d'année. On est face à des agriculteurs qui vivent, et on l'a bien entendu tout à l'heure, des périodes plus ou moins chaotiques, et c'est notre quotidien. Et on a aussi beaucoup de chargés d'affaires qui sont jeunes dans leur métier. On s'est rendu compte, comme le dit Bénédicte, on était aussi soumis à des difficultés de comportement, des gens agressifs, des gens en difficulté. Et bien souvent, on attendait la difficulté financière pour se dire oui, il y a une difficulté financière, celle-là, on sait effectivement l'encadrer.
Et malheureusement, beaucoup de problèmes arrivent sans avoir de difficultés financières. Donc on a eu une demande de nos chargés d'affaires, on les a mis en formation pendant une journée. C'était déjà pas facile parce qu'on est aussi un monde commercial, pour dire à notre directeur commercial qu'il faut passer une journée à une formation sur les coups durs, le bien-être, comment intervenir auprès de nos clients. C'est pas toujours simple. On s'est un peu battu là-dessus parce que c'est dans nos gènes. Moi, je suis un ancien directeur de FDSEA, donc on quitte pas ces anciens métiers comme ça, et on veut effectivement être proche de nos clients. Et on vit aussi au quotidien. On a encore eu 3-4 suicides dans notre région. Pourtant, on a une région bénie des dieux, une belle région agricole chez nous, où c'est pas l'économique qui est en difficulté. Mais malheureusement, on subit encore ces difficultés-là, et à chaque fois, on les prend en plein poumon ou en plein cœur. Quand on a un suicide chez nous, on se dit toujours on n'a peut-être pas fait quelque chose. Et sur cette formation coup dur, où on apprend effectivement à parler, à écouter, comme vous dites, on est plutôt du genre à vouloir prendre beaucoup la parole, donc l'écoute est importante, l'empathie, et savoir réagir à quelqu'un d'agressif en prenant pas ça comme par de l'agressivité, mais par de l'écoute. Et on a beaucoup de nos chargés d'affaires qui sont sortis de cette journée-là avec beaucoup de satisfaction, et qui nous disent aujourd'hui, puisqu'à chaque fois qu'on se revoit, on a 2 réunions par an, on reparle de ce sujet-là. D'ailleurs, il y a beaucoup de demandes pour continuer, parce qu'une journée, c'est court. Une journée de formation, de sensibilisation, c'est court. Et dans nos formations, on a eu cette capacité en fin de formation. On a eu la chance dans le nord de France d'avoir la MSA qui a lancé le réseau Sentinelle il y a pas mal d'années. Et on est très proche d'eux, et on a eu une intervention d'une collaboratrice qui est venue expliquer ce qu'était le réseau Sentinelle. Pas pour en faire des sentinelles parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'on leur demande beaucoup d'autres choses, mais pour les sensibiliser. Et il y a quelque chose qu'on leur demande de retenir, c'est signaler, c'est agir. On est des tiers de confiance, on connaît nos agriculteurs, on les voit régulièrement, et bien souvent nos chargés d'affaires disaient « je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas ». Ça, pas obligatoirement parce qu'il y a la veuve joyeuse, pas obligatoirement parce qu'il y a un décès, mais parce qu'on voyait se dégrader tout doucement une situation. Et puis, que faire ? Et on ne savait pas trop quoi faire. Donc maintenant, tous nos chargés d'affaires ont le numéro de téléphone de la cellule Sentinelle. On leur demande simplement de déclarer. Depuis le début de l'année, on ne fait pas un compta non plus. On a déclaré 4 cas. On ne sait pas ce qui se passe derrière, mais quand on en parle avec les gens de la MSA, on sait que ce sont des situations où il fallait passer du temps. C'est un psychologue qui a pris le relais. On n'est pas là pour être psychologue. On ne veut pas se former à ça. Mais on veut surtout les mettre à l'aise en disant, même si vous vous trompez, parce que souvent c'est ça le problème, c'est signaler, finalement il n'y a pas de problème, je passe pour un con, je suis jugé, etc. Non, signaler, la MSA fait le reste. Et je peux vous dire que c'est vraiment quelque chose qui est une vraie sensibilité chez nous, et je pense que c'est important. Et je vais finir par cela, parce que M. Chargé l'a énoncé tout à l'heure. Oui, ça se fait dans certaines OPA, mais le CAF ou le CAR chez nous, c'est vraiment un endroit où on devrait déployer ça. Et on est souvent avec la MSA à rappeler ça. On est nombreux. Moi, j'ai 100 personnes sur le terrain qui s'occupent des agriculteurs, qui ne s'occupent que d'agriculteurs. Donc, ils comprennent l'agriculture. Ils peuvent être vraiment dans cette capacité d'observer et d'anticiper. Et moi, je pense que les COP, l'ensemble des gens qui sont l'inséminateur, etc., on a beaucoup d'isolement dans l'agriculture, surtout dans l'élevage. Voilà, d'être ce relais-là. Et si on pouvait tous avoir ce relais-là, vous l'avez fait, et c'est très bien. Je pense qu'il doit se développer dans nos régions parce que ces gens-là sont un peu seuls. Et je vois François dans la salle, on a un jeune qui s'est suicidé il y a très peu de temps. Il semblait aller bien, et finalement, il s'est quand même suicidé. Donc là-haut, on se dit, il faut pousser encore plus loin. Cette formation, pour vos conseillers, c'est un endroit, un lieu où on peut parler, où la parole se libère, c'est ça ? On lâche aussi ce qu'on a sur le cœur, parce qu'on parle indirectement, oui, on parle du bien-être, du mal-être des agriculteurs, mais il y a aussi vos salariés, c'est-à-dire qu'ils rentrent chez eux aussi le soir avec des sujets assez pesants. Oui, c'est lourd souvent de subir, je dis, l'agressivité ou une situation qui se dégrade fortement et pas obligatoirement économiquement. On a toutes les méthodes pour répondre aux aspects financiers. On a adapté nos crédits avec des post-crédits, la trésorerie, les plans d'urgence, tout ça on connaît. Mais c'est tout ce qui est à côté qu'on n'arrive pas à suivre. Et souvent, les gens rentraient chez eux. Et cette journée-là, c'était vraiment une journée d'échange. L'après-midi, c'est des mises en situation. Et là, les gens s'ouvrent. Ils nous parlent. Et je me souviens d'un collaborateur qui disait, dans ma jeunesse, il est un peu de ma génération, donc... dans les années 90, il a eu un agriculteur qu'il a vu
mais tomber. Et il ne savait pas quoi faire. Et il n'a pas dormi pendant 8 jours parce que le mec s'est suicidé et il ne savait pas quoi faire. Et ça a été le meilleur relais dans la formation en disant, voilà, maintenant j'ai une réponse à ça. Je sais passer le relais à des gens qui savent faire. Et je peux vous dire que ça, c'est vraiment passé dans l'état d'esprit et tout le monde a apprécié. Et aujourd'hui, la phase numéro 2, c'est on a beaucoup d'administrateurs. Moi, j'ai 780 administrateurs. Je souhaite leur mettre la même formation, la même sensibilité. Peut-être que d'autres iront plus loin avec une entrée dans le réseau Sentinelle. Mais bien souvent, ils n'ont pas le temps. C'est déjà de les approcher comme ça. Et je pense qu'on peut vraiment être, toutes les OPA, un vrai relais sur le territoire. Alors, si j'ai bien compris quand on a préparé cette rencontre, vous me disiez que vous interveniez, vous, à la fin de chaque formation pour conclure la journée. C'est important de montrer votre investissement et de dire, voilà, si vous devez signaler, si vous devez agir, montrer votre investissement. Je crois que c'était important de le dire et de le partager avec ces tripes. Hein. Moi, je ne peux pas fonctionner autrement. Et de dire, voilà, soyez tranquilles. C'est dur, je vous dis, les premiers freins, c'est freins personnels, quoi. Oui, je vois que ça se dégrade, mais voilà, je ne sais pas ce qui se passe le soir quand on ferme la porte. Je n'ai pas à juger, je n'ai pas à déclarer, etc. Voilà, les 4 déclarations depuis le début de l'année, elles étaient importantes, elles ont été faites et on a une formation encore, une réunion la semaine prochaine. On va reparler du sujet, on va réévoquer le sujet. C'est 10 minutes dans chaque intervention, mais c'est à rappeler parce que très vite on passe à autre chose. Hein. Chez nous, il y a beaucoup de choses à faire, il y a du commercial, etc. Donc il faut vraiment revenir à ça. Et je pense que c'est vraiment ce que tu disais, Bénédicte. On veut être là dans les bons moments, on sait très bien faire et on veut être là aussi dans les mauvais moments. Et on sait aussi très bien faire, et nous on l'a vécu dans notre région avec les inondations. On a été inondés dans le Nord, vous n'êtes pas sans le savoir. On a eu des coups d'eau pendant un sacré bout de temps. On a des agriculteurs qui ont eu 3 coulées de boue chez eux, avec des bovins évacués, etc. Le retour aujourd'hui, c'est qu'on a eu des chargés d'affaires qui ont été très à l'aise dans leur intervention, dans leur capacité à les accompagner en disant « j'ai pas toutes les réponses ». Mais on est aussi assureur chez nous, c'est la chance, on est banquier et assureur, et on est très vite allé rassurer les gens. Et on a mis, dès le départ, à la demande de nos chargés d'affaires et de nos administrateurs, un fonds de 500 000 euros. Alors, c'est rien 500 000 euros, mais un fonds d'aide, pas un fonds de prêt, pour dire, voilà, les cas difficiles, les cas qui débordent un petit peu. Et ce fonds-là a vraiment permis d'aller un peu plus loin. Et c'est ça aussi, d'être dans les bons et les mauvais moments. Et ça, on a aussi un directeur général et un président qui sont très sensibles à ça. Donc, tant qu'on a encore des patrons qui sont sensibles au monde agricole, je pense qu'on aura des partenaires du monde agricole. Ça répond à la volonté d'accompagner les aléas et de ne pas laisser l'agriculteur seul face aux aléas. Puis en termes d'image, hein, je pense que quand vous revenez, vous avez fait votre job et que les gens vous disent clairement on a été dans la merde, excusez-moi l'expression, mais merci, merci, merci. Et on a eu énormément de témoignages comme ça. Bah, nos chargés d'affaires sont gonflés derrière et puis on n'a pas tout résolu. Hein, quand vous avez... On parlait tout à l'heure des gros risques, hein, des stress, on s'en rajoute en agriculture. Je vais en profiter, j'ai rien à vendre, hein, mais l'assurance récolte, c'est un élément que la profession a défendu. Aujourd'hui, on n'y va pas à l'assurance récolte, on se dit que ça n'arrive qu'aux autres. Et quand quelqu'un était assuré dans ces zones inondées, je peux vous dire qu'il avait un comportement en stress à 0. Par contre, celui qui ne l'était pas, alors oui, ça coûte de l'argent, mais ces aspects-là sont aussi des aspects pour aider les agriculteurs à passer ces mauvais moments-là. Donc il faut aussi que chacun prenne ses responsabilités. Ça fait aussi c'est aussi un élément important. Merci Stéphane Leduc. Je voudrais qu'on refasse un petit panorama, notamment pour évoquer voilà, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui a amélioré dans toutes les formations que vous avez pu mettre en place. Alors, on recommence avec vous, Noémie Thermo. Voilà. Qu'est-ce qui a bien marché? Qu'est-ce que vous allez modifier dans les prochaines années sur vos formations? Eh bien, déjà, on va faire les formations et on va voir ce qu'on nous répond. Donc là, on a encore ce nouveau format à tester, on n'a pas encore assez de recul, mais déjà le fait d'avoir divisé en 2 formations complémentaires notre offre de formation spécifique agriculteurs fragilisés, on pense que c'est un plus, donc maintenant on va tester. De toute façon, c'est ça, hein, quand on construit de la formation, on est toujours en train d'essayer, de tester, de faire évoluer. On ne s'arrête jamais vraiment, quoi. Il n'y a pas tellement de limites à partir du moment où il y a des besoins, des retours qui sont exprimés. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que notre force Résolia en tant qu'organisme de formation des chambres d'agriculture, c'est que nous avons la capacité de proposer une offre de formation globale
cohérente et complémentaire. Ce que j'évoquais en introduction, c'est on peut intervenir sur différents volets. Donc il y a vraiment nos formations qui sont explicitement tournées vers la question de l'agriculteur fragilisé, mais on a aussi des formations transverses comme pratiquer l'écoute active au quotidien. Je ne vais pas revenir dessus, enfin, je pense que là les témoignages qui viennent d'être faits l'ont très très bien abordé. Donc c'est une base du conseil agricole de toute manière. Donc d'une certaine manière, ça permet, c'est une première brique pour être attentif, détecter les situations de mal-être. On a aussi une formation qui approche sur un autre angle, celui du changement, accompagner un agriculteur dans ses changements. Le terme changement étant bien choisi, on ne parle pas d'autre chose, on est vraiment dans la situation de changement. On propose aussi un parcours qui donne des outils et une posture, qui apporte une posture et des outils de coach, le parcours Humania. Donc là, on a encore un cran au-dessus. Il y a assez peu de conseillers qui se forment. On a environ 50 personnes depuis 2019. Donc là, on va beaucoup plus loin. On peut aussi apporter les choses via le conseil d'entreprise, comme avec la formation accompagner la stratégie de résilience des agriculteurs. Et là, l'objectif, c'est clairement d'aller sur la prévention des situations de rupture, la prévention des chocs et des changements. Donc là, on va avoir des éléments à la fois sur l'aspect technique, outils et méthodes qu'on va apporter aux conseillers pour qu'ils soient en capacité d'accompagner l'agriculteur qui lui-même fait face à ces situations de rupture. Et donc l'accompagner pour revenir à un équilibre le plus efficacement possible, mais aussi à rétablir la situation de façon pérenne. C'est toute la question de la résilience. Je voulais aussi vous parler de nos formations dans notre volet communication interpersonnelle. Ça a été évoqué. Comment agir face à un interlocuteur agressif ? Comment est-ce que je gère la gestion de l'agression? Comment est-ce que je gère la souffrance de mon interlocuteur? On a aussi une formation renforcer son écoute grâce à la communication non violente. Et je voulais faire aussi un petit arrêt sur l'approche bien-être animal. Je pense que ça n'a pas encore été évoqué. Oui, vous vouliez parler du parallèle, c'est-à-dire qu'on peut détecter un mal-être de l'agriculteur par rapport au mal-être des animaux. Par exemple, c'est-à-dire que nous, la façon dont on construit nos formations bien-être animal, nous en avons deux. Intégrer le bien-être animal dans son conseil et se former au bien-être animal. On a une approche One Welfare. On s'est complètement appuyé sur la réalisation de projets CASDAR. C'est l'avantage d'avoir, on va dire, sous la main notre client potentiel que sont les collaborateurs chambres d'agriculture. Et cette notion de One Welfare est extrêmement importante parce que quand on parle de bien-être animal, on parle aussi du bien-être de l'éleveur. Ils sont interdépendants et c'est comme ça que le conseiller aborde les choses quand il va voir l'éleveur sur son exploitation. Voilà, donc ça permet aussi de vous montrer qu'on est à l'écoute de ce qui se fait sur le terrain et qu'on les intègre dans le contenu de nos formations. Merci Noémie Termo. Alors, on va enchaîner, je suis désolé, le temps passe. Valérie Berton, est-ce qu'il y a des formations que vous conseillez, d'autres pas, d'autres que vous souhaiteriez avoir? Alors, moi, je voulais revenir sur les temps de supervision, parce qu'en fait, moi, j'ai été formée Sentinelle en 2008, et pendant de nombreuses années, j'exprimais le souhait de pouvoir échanger autour de ma pratique de Sentinelle. Et là, depuis 2 ans, on a donc en Deux-Sèvres et Vienne un réseau territorial de Sentinelles en Poitou. Et entre autres, alors il y a différents outils, ça a été évoqué tout à l'heure, mais entre autres, il y a des temps de supervision. Donc on a des temps à peu près tous les 2 mois qui sont proposés. Alors c'est sur la base du volontariat, on s'inscrit quand on en éprouve le besoin. Et sur ces temps de supervision qui sont animés par 2 psychologues cliniciens, et psychiatres d'ailleurs, et où on peut échanger autour. Alors, ce sont des équipes pluridisciplinaires, c'est-à-dire qu'on peut se retrouver avec quelqu'un. L'autre jour, c'était une directrice d'EHPAD. Ça peut être des assistantes sociales, conseil général. C'est très très varié. L'éducation nationale était là aussi. Donc, on a un regard qui est intéressant aussi en croisant toutes ces professions. Et ça permet d'échanger.
autour aussi de notre pratique et de nos ressentis et parfois de notre mal-être vis-à-vis de certaines situations. C'est important de prendre soin aussi des conseillers du réseau Réagir. Aussi. On est toujours dans la logique de rompre l'isolement aussi oui. du salarié, de la personne qui accompagne. Oui. Quand même, juste un point sur les formations. Voilà, est-ce qu'il y a des domaines, on voit les structures des exploitations qui évoluent, qui sont de plus en plus complexes. Est-ce que vous avez des nouvelles attentes? Alors, voilà, quand on a des problématiques, maintenant on a des structures juridiques qui s'entremêlent dans les exploitations, du photovoltaïque aussi qui arrive. Est-ce que ça, c'est des choses que... Oui, effectivement, c'est ce qu'on évoquait quand on a préparé cette rencontre. Effectivement, il y a tout un tas de nouveaux éléments à prendre en compte et la vie d'une exploitation bouge et il y a toujours de nouvelles interrogations en ce moment, effectivement, autour des panneaux photovoltaïques installés sur des installations, et des liquidations judiciaires et que deviennent les installations. Et voilà, tout ça, il va falloir se former et prendre en compte tous ces nouveaux éléments. Sandra Cutaia, alors vous avez fait 2 jours de formation. Est-ce que, si on donne une suite, qu'est-ce que vous approfondissez? Est-ce que des domaines où on ne va pas assez loin? Je pense effectivement. C'est bon. Comme le disait Madame Berton à l'instant, c'est vrai que moi, ce qui m'a frappé, et ça a déjà été dit, les personnes qui s'inscrivent dans le cadre de ma formation, qui est une formation qui se fait sur la base du volontariat, ont été souvent concernées de très près par le sujet. Moi, quand on fait le premier tour de table, qui peut effectivement prendre un peu de temps, j'ai beaucoup de mes stagiaires qui évoquent le fait qu'ils ont eu des voisins ou des membres de leur famille qui se sont suicidés. Et donc, il y a vraiment, je veux dire... ils ne sont pas là par hasard. Et effectivement, c'est pour ça aussi que dans le cadre de mes formations, je l'aborde, mais pour ça, il faudrait toujours des plus. Je fais passer un message, donc des financements supplémentaires. Mais la question aussi du prendre soin de soi, ça, on l'aborde un petit peu, pas forcément autant que je le voudrais, parce que, ne serait-ce que sur des éléments de détection et repérage, il y a déjà énormément de choses à évoquer. Oui, c'est des choses que j'aimerais effectivement creuser, plus creuser aussi la dimension de repérage des violences intrafamiliales aussi. Et je pense que ce qui serait idéal aussi, c'est qu'une fois que les stagiaires ont été formés, par exemple 6 mois ou 1 an après, de refaire 1 ou 2 journées de retour d'expérience. Est-ce que vous avez eu l'occasion du coup de mettre en pratique ce qu'on a pu voir ensemble, avec quels effets et de quoi vous avez besoin pour vraiment être un peu, je dirais, dans la formation continue? Voilà. Henri Jouve, qu'est-ce que si vous devez améliorer quelque chose, si vous avez un message à faire passer par rapport à ces formations, c'est le moment. Oui. Je crois qu'il ne faut pas tourner autour du pot aussi. On parle beaucoup des cellules Réagir. Oui, c'est du très bon boulot qui se fait entre les conseillers d'entreprise chambre et les travailleurs sociaux de la MSA sur le terrain. Et quand même, quand on regarde la réalité, on est toujours en train de chercher des quarts de poste, des demi-postes pour faire fonctionner la cellule Réagir comme elle doit fonctionner. Alors que quand même, on est bien sur une vocation de prévention. On est bien sur le sujet de la prévention. Prévention de la tentative suicidaire, prévention du mal-être, etc. Donc il y a quand même des crédits au niveau des ARS, pour ce qui est de la prévention. Je pense aussi qu'on ne fait pas assez appel aux fonds sociaux européens, parce qu'il y a aussi Alors je sais bien que l'accès est difficile, mais malgré tout, je trouve un petit peu regrettable qu'on soit en difficulté pour le fonctionnement des cellules Réagir. Bon, ça je l'ai dit. Ensuite... Vous savez, on a beaucoup dit ça, de préférer à la facilité de juger la difficulté plus fine de comprendre. Et ça, c'est quand même un peu... ça nécessite une certaine... le fait de prendre sur soi. Mais je veux dire que aussi comprendre, c'est prendre avec.
Quand on fait l'étymologie du mot, comprendre, c'est prendre avec. Donc il faut prendre un petit peu avec au niveau de l'écoute des personnes en difficulté. Et puis, quand je disais se taire tout à l'heure, bon, vous savez, le président de la MSA, il y en a beaucoup, là, mais il y a des présidents de FEDE aussi. Hein, donc, quand on est président, on sait qu'on reçoit des gens qui viennent le samedi matin avec le petit ou avec bon, ils viennent et puis bon, d'autres qui sont pas bien, d'autres et un jour, ma femme qui est cachiste, hein, qui fait le café, un petit gâteau, tout ça, enfin bon, et elle me dit mais tu lui as rien dit, Et je dis non, mais moi je suis pas juriste, hein, je veux pas. Mais il était content. Ah ben oui, c'est sûr qu'il est reparti content. Mais parce qu'on a pris le temps d'écouter, il a pris le temps de se vider un petit peu et de partager son sujet. Alors, à nous aussi, hein, quand même, dans nos instances, de ne pas être générateur de complications. Et là, on prend le train de la simplification plein pot, hein, à la MSA en tout cas. Il y a des consignes qui sont données au niveau de nos personnels par rapport à une attitude résolument bienveillante. Moi, je trouve que ça, c'est très, très bien. Voilà. Merci Henri Jouve. Alors rapidement, parce qu'on va essayer de prendre quelques réactions dans la salle. Bénédicte Bugeaud, vous avez le retour très concret des personnes formées, les questionnaires. Oui. Voilà, est-ce qu'il y a des choses que vous allez faire évoluer sur cette formation dans les prochaines années ? Et donc une grande satisfaction, bien sûr, des personnes qui sont formées, une grande satisfaction aussi des clients que l'on accompagne et que l'on soutient. Nos indices de satisfaction démontrent bien que un client qui est accompagné dans un moment de difficulté, c'est le client qui nous note le mieux. Donc c'est là où il reconnaît son partenaire. Donc on s'attache à... Vous avez la double notation quelque part. Oui. Vous avez la notation de la formation oui. et la notation du client. Du vécu client, oui. Et d'ailleurs... Pendant le pilote, les expériences que l'on a menées et dans le cadre de l'accompagnement de ce dispositif coup dur, la note sur 10 des clients, elle était entre 8 et 9. Donc voilà, c'est vraiment aussi pour nous un moyen de fidéliser nos clients, bien sûr, à leur banque. Ensuite, on parlait beaucoup d'empathie. C'est vrai que, et de non-jugement, on apprend nos apprenants à se détacher effectivement de la seule vision économique et financière de la situation du client. Donc la formation, elle tourne beaucoup autour de l'empathie et de l'écoute. C'est aussi un point très important de cette formation. Et enfin, je pense qu'avec Stéphane, on ne peut que s'engager à porter la voix auprès de nos collègues des caisses régionales au niveau national pour ressensibiliser sur l'existence de cette formation et sur le message signaler, c'est agir, et pensons aux différents relais pour aider ces agriculteurs en difficulté. Stéphane Leduc, avant de prendre des réactions dans la salle. Voilà. Je vais faire vite. Je pense que nous, on a la chance d'avoir beaucoup d'éléments, tout au moins sur le relevé de compte d'un client. Et il y a quelque chose qui a été évoqué tout à l'heure, c'est les signaux faibles. Et je pense qu'on peut mieux faire, nous, dans la détection de ces signaux faibles à travers le comportement du client sur son compte. Et on y travaille avec ce qu'on appelle le CRM chez nous. Alors souvent, on passe pas en première position parce qu'on travaille beaucoup plus ça pour vendre des produits. Donc on est en train de sensibiliser à ce qui est vraiment une recherche pour pouvoir nous dire tiens, ce client-là, il est temps d'aller le voir parce qu'il se passe quelque chose. Et je pense qu'on peut être aussi beaucoup plus en amont parce qu'on dit plus les choses sont prises précocement et plus on est efficace. Donc c'est vraiment un élément sur lequel on va continuer à travailler et essayer de développer cette formation dans toutes les autres caisses régionales parce que je pense qu'elles n'ont pas été réalisées et ça donne du sens. Alors, merci beaucoup. On va prendre des réactions dans la salle. Alors, on a un tout petit peu de retard, mais c'est important que vous réagissiez dans la salle. Donc, je vous demanderai d'avoir une réaction, remarque relativement concise. Et si vous pouvez vous présenter avant de... Donc Charlotte Vasson, je suis présidente de Réagir dans l'Aisne et présidente de FEDE. J'avais une question concernant les formations. Donc il y a les formations sentinelles qui sont inter-OPA, c'est pas mal. Donc ça permet d'interagir avec l'ensemble des OPA, mais aussi avec le corps administratif, les corps de contrôle. Et on voit quand les personnes en face de nous ont fait la formation et ce qui permet de faire avancer pas mal de situations.
On voulait savoir si les formations qui sont aujourd'hui proposées en chambre d'agriculture étaient réservées qu'aux conseillers chambre d'agriculture et si elles allaient être ouvertes à l'ensemble des OPA pour certains modules, notamment ça nous intéresse. Et puis après, on avait quelle formation allez-vous ouvrir aujourd'hui pour débloquer les fonds AREA, parce que vous avez vu, il y a entre 1 million et 7 millions, il y a une frange qu'on n'arrive pas à franchir. Donc comment on fait? Parce qu'aujourd'hui, c'est 2 ans, par exemple, pour sortir une subvention de quelqu'un qui a arrêté de travailler dans l'agriculture. Comment il fait pour toucher cette subvention? Aujourd'hui, on n'y arrive toujours pas. Et malgré ces 2 ans, il a arrêté depuis 1 an et la subvention n'est toujours pas touchée, ainsi que le reste. Quand on a fait les audits, on n'a toujours pas la subvention qui arrive à l'heure actuelle pour la société qui a fait l'audit. Donc comment on fait? Est-ce qu'il y a une formation spécifique à suivre ou est-ce qu'il faut débloquer autrement? Voilà. Merci. D'autres réactions devant? Madame. Alors s'il vous plaît, je rajoute une consigne de vous présenter, puis si vous pouvez vous lever aussi pour qu'on vous identifie dans la salle, s'il vous plaît. Bonjour à tous, donc Catherine Feuvre-Pierret, agricultrice dans le Doubs et présidente de la commission des agricultrices à la FNSEA. Donc toutes ces formations, je pense qu'elles sont très très bien. Peut-être nous dire un petit peu dans l'ordre qu'on doit faire, parce qu'elles se complètent, mais la personne qui n'a encore pas fait de formation, est-ce qu'il faut commencer par l'une ou l'autre? Donc je pense que ce serait peut-être bien éclaircir un petit peu l'orientation pour nos agriculteurs. Et puis, deuxième chose aussi que je voulais dire, c'est ces formations et cette cellule que ça fait 3 ans qu'on fait une journée mal-être, mais peut-être aussi, il y a une réflexion qu'on pourrait avoir aussi, c'est de la prévention, mais de la prévention bien en amont. C'est-à-dire que, si je prends le cas pour nous dans le département du Doubs, la MSA a mis en place un accompagnement soit sportif, soit éducatif, ou soit théâtral, pour que les gens puissent se retrouver et ils ont un bien-être en avant. Et on a découvert dans ces groupes de travail et aussi de sport, on va dire, que c'est un moment d'échange. Et ça, on a pu écarter le côté du jour où ça peut arriver. Et je pense que ça, on ne le travaille pas assez, on est en prévention. Et je viens aussi sur le dossier service de remplacement. Donc on a un dossier où c'est qu'on fait, on va dire, la partie crédit d'impôt, loisirs, formation et puis maladie. On n'a fait qu'une enveloppe. Je pense que c'est dommage que ça, c'est un travail aussi à préparer, à revoir. Parce que si on est malade en début d'année, après on n'a pas de loisirs. Donc le mal-être, il est où ? Après, comment on fait? Donc c'est toutes ces choses-là que je pense qu'il faut qu'on retravaille. Il y a le côté où le jour où on passe à l'acte, mais il y a aussi tout ce qui est en avant qu'il faut aussi travailler là-dessus, quoi. Voilà. Alors, donc, vous avez évoqué le volet prévention, le volet service de remplacement. Le service de remplacement, on va en parler cet après-midi. Il y aura une intervention par rapport au service de remplacement. Après, il y avait la question, on commence par quoi comme formation? Je ne sais pas si quelqu'un qui peut répondre. Très rapidement. Très rapidement, par rapport à votre question, madame, parce que je ne suis pas compétente pour répondre à la vôtre, navré. Mais effectivement, alors, on l'avait évoqué, la nécessité de décloisonner. De mon point de vue, que vous commenciez par une formation ou l'autre, ça reste une porte d'entrée, parce que de façon générale, bien sûr qu'il va y avoir des différences et des spécificités, mais les éléments de posture et d'écoute sont sensiblement les mêmes qui vont être abordés dans l'une ou l'autre des formations. Voilà, après, je dirais que ça dépend aussi, c'est pour ça que c'est intéressant de consulter le programme, les objectifs, de ce que vous venez chercher, mais les éléments de posture et d'écoute, et de finalement repérer pour ensuite faire le lien avec les professionnels dont c'est le cœur de métier, ça, je pense qu'effectivement, vous le retrouvez dans chacune des formations. Anne Gauthier. Vous m'avez vu tout à l'heure. Moi, je vais passer sur le après, parce que je trouve que on a parlé évidemment beaucoup de formations. C'est bien quand on a repéré les gens, qu'on les a soignés, qu'on a réussi à dédiaboliser le sujet, parce que je crois que ça reste un vrai sujet de dédiaboliser la maladie, puisque bien évidemment,
Dans la société, il y a un vrai problème, et ça a été dit d'ailleurs tout à l'heure par François-Régis Lenoir, mais bien évidemment, c'est souvent associé à la folie, à la faiblesse surtout, enfin à plein d'autres choses très négatives, bien évidemment. Une fois qu'on a passé tout ça, qu'on a un agriculteur qui s'en remet, en fait, qui est allé dans le soin, qui a accepté de passer toutes les étapes, et c'est un travail long et difficile. Moi, je regarde particulièrement le banquier, parce que vous me voyez peut-être arriver avec ma question, mais en fait, quand ça vous arrive en cours de parcours et que vous êtes plutôt jeune, votre entreprise continue à vivre, et quand vous avez besoin d'investir, eh bien, comment se comporte le banquier avec cette personne quand arrive le questionnaire de santé, et que bien évidemment, si jamais vous cochez la case dépression, j'aimerais bien avoir votre vision, monsieur le banquier. Merci. Non, mais je vais vous répondre. Je pense que vous êtes tout à fait dans le vrai. Aujourd'hui, on est dans des situations où les questionnaires de santé, vous savez, nous, on ne se cache pas derrière. C'est du secret médical. Donc, vous êtes soumis au respect. Souvent, on nous râle dessus, mais on ne sait pas expliquer parce que vous êtes complètement tenu à l'écart. Donc, c'est un vrai problème. Moi, je vais vous répondre à ça par un autre biais. C'est que les situations difficiles chez nous, on les identifie en ce qu'on appelle du pré-contentieux. C'est-à-dire que des gens qui sont en difficulté, pas uniquement financière, qui peuvent avoir de l'argent, mais qui sont réellement avec ces difficultés-là, on a un service, ce qu'on appelle financement d'agriculture, avec des experts crédits, et on a ces gens-là qui prennent en charge ces dossiers-là, parce que ça devient une compréhension particulière. Et on arrive à aller trouver des assureurs qui ne sont pas les nôtres, parce que les nôtres ne savent pas faire, et on va chercher des assurances ailleurs, qui coûtent souvent plus cher, sur lesquels on essaye d'en tenir compte. Mais voilà, on n'abandonne pas aujourd'hui, bien au contraire. Bien au contraire. Je vais vous répondre à ça. On a même aujourd'hui pris une décision chez nous, c'est que des gens qui sont au contentieux, qui ont un plan de redressement depuis, donc c'est sur 12 ans en agriculture, et qui l'ont respecté 6-7 années, aujourd'hui on prend la décision de les sortir, c'est-à-dire de solder la dette. Parce qu'on considère que ces gens-là ont eu un accident de vie, qui les ont amenés à des difficultés financières. Et c'est très latin. Chez les anglo-saxons, vous avez une difficulté, le lendemain, vous redémarrez, tout le monde vous applaudit. Chez nous, vous vous plantez, tout le monde vous regarde en disant « il est pourri, il est mauvais, il ne sait pas faire ». Alors que c'est des accidents de la vie qui ont pu amener les choses. Et on a notre président qui a voulu relancer ça en disant « mais regardez bien ce qui s'est passé. Et si quelqu'un a respecté ses engagements vis-à-vis du banquier, on solde la dette parce qu'il faut les remettre dans le circuit ». Et on les remet beaucoup plus tôt. Et je peux vous dire que là aussi, en termes de satisfaction, parce qu'on remet ça dans nos caisses locales, c'est des choses qui sont compliquées. Mais ce sont des dossiers sur lesquels on a vraiment une visu particulière, tout au moins dans notre caisse régionale, parce qu'on a un DG qui est aussi très sensible au marché de l'agri. On a un président qui est très présent. Pourtant, c'est un boucher de formation, mais il est très présent sur ce marché de l'agri. Il sait que c'est un marché important. Je ne vais pas le sous-estimer, mais c'est 3% des clients du Crédit Agricole Nord-de-France. Hein. Donc, on s'appelle Crédit Agricole. Et heureusement, mais ça ne représente plus non plus la grosse masse. Et on pourrait très facilement dire le progrès, il n'est pas sur ce marché-là. Si, on en tient compte. Et on a, nous, on parlait tout à l'heure d'élevage, on est en train de sortir vraiment un dossier sur le maintien de l'élevage. Pour vous donner une estimation, tout le monde arrête de faire de l'élevage parce que c'est compliqué, ça coûte cher, etc. On est en train de mettre des actions en place pour maintenir l'élevage chez nous, parce que c'est aussi une belle mixité de l'élevage et de la grande culture en termes de comportement des agriculteurs, en termes d'agronomie, il y a tout du sens là derrière. Donc voilà, je ne vais pas vous dire qu'on est les plus beaux, les meilleurs, mais on en tient compte de façon très spécifique, et généralement on trouve toujours un assureur qui est prêt à assurer même quelqu'un qui était en dépression. Maintenant il y a le droit, au bout de 5 ans, vous avez le droit aussi à... Si. Ça vient d'être... Les 5 ans, ils sont à peine passés, hein, donc on commence à le mettre en place. Donc c'est pas simple, mais on le règle comme ça. Eh bien, merci beaucoup. Merci à tous pour vos témoignages.